félicitations. Oh, bonjour chers visiteurs. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait bien ressembler une soirée avec Hitler? Non, je ne crois pas, non. Dans tous les cas, vous serez fixés sous peu, puisqu'aujourd'hui je vous emmène dans le Berghof, le chalet personnel du Führer, pour passer une longue, très longue soirée avec lui. On va bien s'amuser tous les deux. J'espère que vous avez l'habitude de vous coucher après 4 h du matin et que vous avez une résistance au malaise assez élevée. Allez, abrégeons et allons-y. Let's go bombing. Oh, let's go bombing. Bon, avant toute chose, je vais éclaircir un point. Cette vidéo n'a ni pour but de faire l'apologie du nazisme, ni de nier quoi que ce soit dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et encore moins de faire passer Hitler pour un chic type amateur de foot, de boxe et de pique-nique en forêt. Ah, vous ne saviez pas? Eh bien voilà. Non, ici on va juste se focaliser sur Hitler dans son intimité, dans son cercle privé le plus fermé. Ça ne veut pas dire que tout ce qui découle des actes dans lesquels il est impliqué n'existe pas ou est à minimiser. C'est juste qu'ici, dans le contexte précis de cette vidéo, c'est hors sujet. Je compte sur votre maturité pour ne pas transformer l'espace commentaire en plage de Normandie un jour de juin 1944. Les plages normandes et leurs valeurs sûres. Le ciel, le soleil, la mer et... J'ajoute que cette vidéo est la dernière d'un triptyque consacré à la vie de Hitler dans son chalet alpin. Si vous voulez voir à quoi ressemble la matinée du Führer, ce qu'il fait l'après-midi et découvrir les divers recoins de sa demeure, je vous mets en fiche les vidéos qui en parlent. Ce n'est pas obligatoire de les avoir vues, mais je vous recommande chaudement tout de même de les voir ou les revoir avant de passer à cette partie de la visite, car je ne reviendrai pas sur ce qui y a été dit. Comme d'habitude, les sources sont en description. Bien, nous sommes à Berchtesgaden, une petite ville du sud de l'Allemagne, qui est connue pour être la deuxième capitale du Reich. Et pour cause, c'est à quelques kilomètres de là que le chancelier, Adolf Hitler, a établi sa résidence officielle. Nous sommes dans la soirée. Il est 19h30, autrement dit, nous avons un peu d'avance pour le dîner. Oui, chez Hitler on dîne relativement tard, pas avant 20 h au moins. Pourquoi? Eh bien, parce que le Führer travaille. Oh, ce n'est pas un forçat du boulot quand il est au Berghof. Dans une journée type, il ne consacre à son travail que quelques heures grand maximum. Souvent, les sessions de travail sont des réunions qui ne débouchent sur... pas grand-chose la plupart du temps. En fait, Hitler a un mode de gouvernement assez oral. Il ne donne pas d'ordre précis, mais se contente de laisser ses subordonnés interpréter tant bien que mal les vagues directions qu'il donne en parlant. Ah, vous voulez aller voir plus précisément comment ça se passe? Oui, pourquoi pas. De toute façon, ce sera plus intéressant de voir ça plutôt que de mariner avec les autres invités en attendant de passer à table. Venez, suivez-moi. Nous sommes dans le grand hall du Berghof, la résidence du Führer. C'est tout simplement la pièce la plus impressionnante de la maison. Outre une hauteur sous plafond assez... considérable, la pièce fait plus de 260 mètres carrés, quasiment la même surface qu'un terrain de tennis. Pour éviter de rendre la pièce ridiculement gigantesque, le sol du grand hall est arrangé sur 2 niveaux. Une partie basse, plutôt réservée au travail, ou du moins aux activités officielles, et une partie haute à laquelle on accède via quelques marches. Ce recoin de la pièce est plus cosy et plutôt réservé aux activités informelles. De quoi, oui ? Ah, vous avez froid, sans blague. La pièce n'est chauffée que par une seule cheminée située à une extrémité, et vu les dimensions du hall, le chauffer correctement est assez compliqué, particulièrement en hiver. Tenez, regardez, le Führer est occupé avec ses généraux, tâchons d'être discrets. Il a coutume de travailler sur une table de 6 mètres de long sur laquelle on pose toutes sortes de documents. À partir du début de la guerre, ce sera surtout des cartes militaires. Le Führer a aussi un bureau personnel dans ses appartements privés juste au-dessus, mais il n'y va qu'assez rarement pour travailler. La plupart du temps, c'est pour les réunions en petit comité, ou pour la rédaction de ses discours, qu'il aime écrire à pas d'heure, et au dernier moment. Enfin, ce n'est pas lui qui écrit personnellement, il dicte à ses secrétaires. Ceci dit, qu'il soit au travail ou pas, Hitler a toujours 3 stylos à portée de main. Un rouge, un vert et un bleu. Voilà comment il s'en sert. J'utilise les stylos rouges lorsque je prends des notes sur un ennemi, les verts s'il s'agit de quelqu'un à qui je suis lié d'amitié, et les bleus lorsque je sens qu'il est préférable d'être prudent. Vous remarquerez que le Führer observe parfois des documents avec une grosse loupe. C'est parce qu'il a la berlue et du mal à lire. Oh, il porte des lunettes, mais uniquement lorsqu'il est en privé, pour ne pas que ça se sache. Et c'est un grand consommateur de binocles. Comme il a l'habitude de jouer nerveusement avec ses montures, il les casse très régulièrement. Heureusement, son valet, homme de prévenance, a toujours quelques paires en stock, au cas où. Vous me direz, une paire de lunettes, c'est nettement plus discret qu'une grosse loupe. Et je vous répondrai, oui, mais bon... J'imagine que vous avez forcément remarqué l'immense fenêtre au bout de la pièce. Elle offre une vue magnifique sur les montagnes et, surprise, elle est escamotable. On peut la rentrer dans le sol pour profiter d'une vue complètement dégagée. C'est une idée de Hitler. Pour le coup, c'est plutôt réussi, même si l'hiver, lorsqu'il neige, il vaut mieux éviter de l'ouvrir.
Concernant la décoration, je vous laisse vous faire votre avis. Mais dites-vous qu'autrefois, le Führer mettait un point d'honneur à exposer chez lui toutes sortes de bibelots assez kitsch qu'il recevait de la part de ses admirateurs des quatre coins du Reich. Enfin, après qu'on lui ait fait quelques commentaires sur sa décoration, il a finalement choisi de cantonner ses cadeaux à l'esthétisme douteux à quelques vitrines disséminées un peu partout dans le chalet. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est assez inattendu de voir Hitler travailler au beau milieu de ce qui est en définitive son salon. En fait, lorsqu'il est au Berghof, Hitler a deux casquettes. Parfois, il porte celle du chef d'État, parfois celle de l'hôte qui reçoit chez lui. Or, sa demeure n'est pas du tout conçue pour cumuler ces deux fonctions, et les invités s'en rendent bien compte. D'ailleurs, le grand hall, qui est pourtant la pièce centrale de la demeure, n'est pas accessible pour les invités lorsque le Führer y travaille. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur ce grand hall, mais comme nous allons y revenir après le dîner, je préfère ne pas trop m'étendre maintenant. De toute façon, on dirait que le Führer termine sa réunion. Juste avant que nous sortions, j'attire votre attention sur cette grande tapisserie flamande. Elle est imposante, n'est-ce pas? Eh bien, juste derrière se cache quelque chose. Mais je ne vous en dis pas plus, ça gâcherait la surprise. En attendant qu'Hitler termine définitivement sa réunion, je vais vous raconter comment il s'est retrouvé dans la vallée. Initialement, il a découvert l'endroit via un de ses amis qui séjournait dans un petit hôtel pittoresque du coin. En grandissant politiquement, Hitler s'est fait des contacts dans la vallée et a fini par quitter l'hôtel pour louer une maison qu'il achètera en 1933, après son accession au pouvoir, pour l'équivalent de 580 000 € actuels. Il lancera alors de grands travaux d'agrandissement, tout en conservant une partie du chalet original. Je n'ai pas trouvé le coût total des travaux, mais en voyant l'endroit avant et après, on ne peut que supposer qu'il dépasse de loin le prix d'achat de la petite maison d'origine. Bref, voilà comment, en définitive, Hitler s'est retrouvé ici, dans son Berghof. Ah d'ailleurs le voilà, bon, passons à table. You can't stop Germany from beating you. Germany is the boss now. Sauf événement exceptionnel, les dîners chez Hitler se déroulent dans la même salle à manger que les déjeuners. Et le soir, on retrouve généralement les mêmes têtes que le midi. Et le protocole est à peu près le même. La différence principale, c'est que le soir, on fait un petit effort vestimentaire. Les dames sont en robe de soirée et les messieurs en costume ou en uniforme. Il arrive même au Führer de sortir le nœud papillon pour certaines occasions. Et si on en croit son valet, il a une curieuse lubie lorsqu'il s'agit de s'habiller pour les soirées. En fait, il demande à être chronométré et s'habille le plus vite possible. Pardon ? Oh, quel genre d'événement il peut bien y avoir ici? Eh bien, le plus souvent, il s'agit de dîners d'État, car le Berghof accueille régulièrement des hôtes de marque, des hommes d'État, des artistes, des industriels, etc. Lorsqu'on reçoit un hôte prestigieux, la décoration de la table est particulièrement soignée. Je vais laisser la parole à la secrétaire de Hitler qui pourra vous donner une idée assez précise. Excellente décoration florale était dressée à table pour les dîners d'État. Quand je pense, parmi d'autres fleurs de prix, aux buissons d'amandier, aux roses à longue tige, aux orchidées rares et aux gerbes rares qui transformaient les pièces en littéral paradis de fleurs, je crois vraiment que ces décorations dépassaient de loin le prix du menu en de pareilles occasions. Du moins, c'est ce qui se murmurait. Comme au déjeuner, quand il est à table, Hitler reste soit silencieux, soit s'embarque dans des monologues, parfois lunaires et susceptibles de partir dans tous les sens, qui ont le don de barber tous les invités qui sont de leur côté un peu obligés de se taire et d'écouter. Ah tenez, le voilà lancé sur le sujet des chiens. Écoutez plutôt. Dans l'hiver 1921-1922, on m'a offert un berger, mais il avait une terrible nostalgie de son ancien maître et ne voulait pas s'adapter. J'ai dû me décider à le rendre. Le nouveau maître n'avait pas fait 100 pas avec lui, qu'il lui échappait pour revenir vers moi, me sauter dessus et me mettre les pattes de devant sur les épaules. À présent, je pouvais le garder. Plus tard, il s'est acclimaté beaucoup plus vite. Il montait encore l'escalier avec réticence, puis il aperçut ma chienne et se précipita vers elle avec une joie. Le lendemain, une fête indescriptible. Attendez, c'est pas fini. C'est lorsqu'un autre chien est déjà là qu'un chien s'habitue le plus facilement à son nouveau maître. Oui, cela fait déjà beaucoup quand il sent rien qu'à l'odeur que son maître avait un chien auparavant. Le chien est d'ailleurs le plus ancien animal domestiqué. Cela fait 30 000 ans qu'il vit avec l'homme. Mais dans son orgueil, l'homme ne veut pas voir qu'entre chien et chien, y compris de même race, il y a parfois une différence abyssale. Il y en a de stupides et d'autres si intelligents que c'en est angoissant. J'ai eu récemment en main un livre sur la formation des races humaines. Et il s'avère que dedans, il était... Quel que soit le sujet sur la table, le Führer est toujours prompt à monopoliser la parole pour se livrer à ce genre de logorée verbale. Bref, pour l'ambiance du dîner, on repassera. Aïe, coup dur pour... D'autant plus que, comme pour le déjeuner, Hitler ne se gêne pas pour rappeler à ses invités qu'il est végétarien, et que, contrairement à eux, il n'est pas en train de manger du cadavre. Notez cependant que lors des dîners officiels, Hitler s'arrange pour qu'on remarque le moins possible qu'il est végétarien, en se faisant servir des plats très similaires à celui des autres convives, à l'exception qu'il n'y a pas de viande dedans. Sans être aussi court que le déjeuner, qui ne dure généralement pas plus d'1 heure, le dîner chez Hitler traîne rarement en longueur. Pourquoi? Eh bien, parce que très souvent, le Führer travaille après manger. Il va s'isoler dans son bureau personnel pour dicter ses discours, ou monopolise le grand hall en y faisant une énième réunion. Est-ce pour autant que les invités pourront passer une soirée tranquillement ou aller au lit? Oh que non, la soirée ne fait même que commencer.
En fait, quand Hitler est occupé, on peut éventuellement s'amuser un peu. Venez, je vais vous montrer. L'idéal, c'est quand le Führer est en déplacement et que seule Eva Braun, sa maîtresse, reste pour s'occuper de la maison. Là, vous pouvez être sûr qu'il y a de l'ambiance. Le garde du corps de Hitler, exceptionnellement resté au Berghof en l'absence de son chef, nous raconte une de ses soirées. À peine Hitler parti, Eva Braun a organisé une fête. Elle est venue nous voir. Elle demandait que nous passions dans le salon pour rejoindre les autres. « Les filles ont besoin de danseurs », s'écria-t-elle. Nous l'avons suivie. Les gens riaient, buvaient au son du foxtrot, un style de musique alors à la mode. J'ai mangé un peu, picoré au buffet, parlé aussi un peu avec la serveuse chargée des boissons. Mais je n'ai pas bougé de la soirée. Je ne me voyais pas danser avec la copine du chef. Cela ne se faisait pas. Comme le Führer déteste le tabac, on profite aussi de ses absences pour fumer sans retenue. Enfin, ce soir le Führer est à l'étage, on va donc s'amuser, mais modérément. On peut boire, du moment qu'on n'est pas sous devant lui, ça va. T'es défoncé? Oui, c'est Jean-Chef. On peut aussi bavarder entre soi, sans être gêné par la présence un peu bizarre et pesante du maître des lieux. On joue à des jeux de société, mais pas que, puisque la résidence de Hitler est équipée d'une petite pièce dans laquelle on trouve une piste pour jouer aux quilles, un bowling si vous préférez. Oui, tout donc, Maro. Au bowling. Hitler est un passionné de ce jeu, mais il ne veut surtout pas que ça s'ébruite, de peur d'être sollicité pour devenir président d'honneur de tous les clubs de quilles du Reich. Mais le grand classique au Berghof, c'est de s'installer dans le grand hall pour regarder un film. Pardon ? Oui, exactement, dans le grand hall, là où se tenait la réunion avant le dîner. D'ailleurs, vous vous souvenez de la grande tenture flamande dont je vous parlais? Eh bien, figurez-vous qu'elle est amovible, et quand on l'enlève, il y a derrière un écran de cinéma. Quand Hitler n'est pas là, c'est Eva Braun, grande fan du 7e art, qui choisit le film qu'on va projeter. Naturellement, le ministre de la propagande, Goebbels, fournit lui-même des films théoriquement interdits dans le Reich. Il a même offert au Führer l'intégrale des courts-métrages de Disney en 1937. Quand Hitler assiste personnellement à la projection, on diffuse un film qu'il a lui-même choisi au préalable. Paraît-il qu'il adore King Kong, mais son film préféré, qu'il a vu au moins une vingtaine de fois, vous le connaissez sans doute déjà si vous êtes un régulier de cette chaîne, puisqu'il s'agit des Nibelungen de Fritz Lang, dont vous avez pu voir de nombreux extraits dans mes diverses vidéos. Hasard? À ma connaissance, oui. Ceci dit, même si je vous recommande vivement de voir le film, trouvable sur YouTube au moins une fois, je me dois de vous préciser quelque chose à son propos. Ce film dure 5 heures au total. Maintenant, faites le calcul. Au Berghof, le dîner commence à 20 h dans le meilleur des cas. On peut imaginer qu'il dure 1h30, 2h, mais avec l'inertie de la soirée et Hitler qui va travailler un peu, le début de la projection ne commence sans doute pas avant 22h30 ou 23h. Autrement dit, le film ne se terminera pas avant 3 ou 4 heures du matin, au plus tôt. Outre les petites sauteries d'Eva Braun quand son amant n'est pas là, les soirées cinéma, c'est un peu ce qui peut se passer de mieux en termes de divertissement au Berghof. On ne se gêne pas pour parler, commenter le film, faire des vannes sur ce qui se passe à l'écran, que Hitler soit là ou non. Mais à partir du début de la guerre, on ne projettera plus de films au Berghof. Par solidarité avec ses soldats qui subissaient des privations, le Führer s'est lui-même privé de sa distraction favorite. On ne diffusera plus que des films propagandistes d'actualité, plus pour que Hitler les valide plutôt que pour s'informer réellement de quoi que ce soit ou se distraire. Ceci dit, Hitler autorise quand même ses invités à faire des soirées cinéma quand il n'est pas dans le coin. Cependant, lorsqu'il travaille et qu'on s'amuse en regardant un film, il peut se passer quelque chose que tout le monde au Berghof redoute. Quelque chose d'encore pire que de voir pour la 10e fois les Nibelungen au beau milieu de la nuit. Hitler travaille à des heures impromptues, vous l'avez compris, et il arrive assez souvent qu'il termine le travail avant la fin du film que ses invités sont en train de voir. Il débarque alors dans le grand hall, interrompt la séance et lance invariablement la même phrase: « Ne devrait-on pas s'asseoir près du feu ?» Murder and vice, it's very nice. Que voulez-vous qu'on lui réponde? Personne n'ose lui dire « Nein ». On lui répond poliment « Gern, mein Führer » et on va s'asseoir avec lui près de la cheminée. Il y a au moins un avantage à aller près du feu, il fait moins froid que dans le reste de la pièce. Je vous en prie, prenez donc place sur le canapé. Pardon? Oui, il est énorme. À vrai dire, il est si long qu'on ne peut parler qu'avec ses voisins. Les autres gens sont beaucoup trop loin. Et le canapé est aussi tellement profond qu'on ne peut pas s'y asseoir confortablement sans se vautrer dedans. En début de soirée, on se force un peu à rester droit, mais quand les crampes et la fatigue prennent le dessus, tout le monde finit par s'y asseoir en dépit de toute forme d'élégance. Vous vous demandez qui a acheté un canapé pareil? Eh bien, personne. C'est un cadeau de Mussolini. I am very glad. Hitler, lui, a l'habitude de s'installer dans un fauteuil près de la cheminée et n'est probablement pas au courant que son canapé n'est pas franchement top. Bon, maintenant que nous sommes assis, il n'y a plus qu'à attendre de savoir ce que le Führer veut faire ce soir. S'il n'est pas d'humeur à bavarder, on met un peu de musique. Mais curieusement, ce n'est pas très amusant. Je vais laisser le dignitaire Albert Speer, qui est un vétéran de ce genre de soirée, nous raconter ça plus en détail. Malgré une
excellente collection de disques, les intérêts de Hitler allaient toujours à la même musique. Il n'avait de goût ni pour la musique baroque, ni pour la musique classique, ni pour la musique de chambre, ni pour la musique symphonique. En fait, le programme devint vite immuable. Il écoutait d'abord quelques morceaux de bravoure, tirés d'opéra de Wagner, pour se précipiter ensuite sur les opérettes. Ça en restait là. Hitler mettait un point d'honneur à reconnaître les chanteuses, tout heureux quand il devinait juste, ce qui lui arrivait assez fréquemment. Si vous entendez au bout d'un moment le morceau qui s'appelle La Veuve Joyeuse de Franz Lehár, c'est bon signe. On met souvent ça pour clore la soirée. Enfin, on dirait que le Führer est plutôt d'humeur bavarde ce soir. Ce qui n'arrange personne, puisque ça veut dire qu'il va passer toute la soirée à monologuer sans arrêt. Et ces monologues sont souvent redondants et du même tonneau que ceux que vous avez déjà pu entendre. Il paraît certes que Hitler est doué pour narrer les histoires et les anecdotes. Mais comme il raconte toujours les mêmes, on finit par les connaître par cœur et s'en lasser. Il y a parfois des sortes de débats sur pas mal de sujets. Je dis bien des sortes, parce que Hitler supporte assez mal la contradiction. Seules 2 femmes ont essayé de le confronter et de lui tenir tête sur des sujets sérieux. La première, c'est la fille de Mussolini, alors Hitler n'a rien dit. La seconde, qui connaissait Hitler depuis son enfance et était donc très familière avec lui, a tenté un soir de lui parler des Juifs et du fait qu'elle avait été choquée d'en voir se faire arrêter arbitrairement pendant l'un de ses voyages. Hitler a piqué une colère noire et la femme en question ne fut plus jamais invitée. Si au cours de la soirée on est amené à parler d'un sujet particulier et qu'un point de détail ne semble pas clair, le nom d'un personnage, une date, un détail géographique, etc., le valet de Hitler est prié d'aller chercher l'une des nombreuses encyclopédies de la bibliothèque pour vérification. Et parfois, même si Hitler a tort, il reste de mauvaise foi. Tenez, un jour il s'est mis à siffler un air de musique. Eva, sa petite schnaxi, lui a fait remarquer qu'il se trompait et a sifflé la mélodie correcte. Hitler ne l'a pas cru et a demandé à ce qu'on passe le disque dont était tirée la chanson pour vérifier qui sifflotait l'air correct. Il s'est avéré qu'Eva avait bel et bien raison, mais Hitler a expliqué que le compositeur était mauvais et que s'il avait bien écrit son morceau, c'est son air à lui qui aurait été choisi. Il a accompagné sa petite remarque d'un rire qui n'a permis à personne de savoir s'il était effectivement en train de blaguer ou s'il était vraiment très sérieux. D'ailleurs, je crois que nous n'avons pas vraiment parlé du sens de l'humour assez particulier de Hitler. Il semble apprécier le comique de répétition. Très répétitif, voire parfois trop répétitif. Et aussi les blagues assez sages. Pas d'humour grivois, s'il vous plaît. Mais ce qu'il aime particulièrement, c'est se moquer des hauts gradés du régime nazi. Tenez, une fois à table, alors que le gros Hermann Göring, qui faisait un régime pour maigrir, avait demandé des asperges avec ses pommes de terre, Hitler lui a sorti... On dit dans le peuple que le porc mange des patates, mais il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que le porc mange des asperges. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. Paraît-il que ça a fait rire tout le monde, et particulièrement le principal intéressé. Mais je vais vous raconter la plus grosse blague, pour ainsi dire, de Hitler. Vous le savez peut-être ou pas, mais Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, avait un pied beau. Inutile de vous dire que lorsqu'il a vu un film dans lequel le personnage principal était boiteux, il l'a pris personnellement, et a fait immédiatement censurer le film et interdire sa diffusion. Mais Hitler, après avoir entendu les plaintes de son ministre, et après avoir vu le film en question, a trouvé très amusant de forcer Goebbels à le diffuser officiellement à Berlin, puis à autoriser sa diffusion dans tous les cinémas du Reich. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Bref, 9 fois sur 10, l'humour de Hitler ne fait qu'apporter un petit peu plus de malaise supplémentaire dans une balance qui est déjà bien chargée. Excusez-moi, quelle heure est-il ? Oh là là, 00h30 seulement. On n'en a pas terminé. Hitler ne se couche que rarement avant 4 heures, et il peut parfois tenir jusqu'au petit matin. Oh, ce n'est pas très étonnant qu'il tienne si tard, tel un clubbeur aguerri. Son médecin, le docteur Morel, le bourre de médicaments. Certains sont des antidouleurs qui ont pour effet de faire somnoler Hitler. Du coup, il prend d'autres pilules pour contrebalancer l'endormissement et se stimuler un peu. Bref, la capacité de Hitler à veiller tard est plus artificielle qu'innée. Par contre, les invités, qui eux ne prennent pas grand-chose, ne rêvent tous que d'aller au lit et se font violence pour ne pas s'endormir dans le canapé pendant qu'Hitler parle sans s'arrêter. Voici un témoignage qui vous donnera un bon aperçu de l'ambiance de la soirée. Après 1h du matin, nous ne pouvions plus, les uns les autres, nous empêcher, malgré nos efforts, d'étouffer un bâillement. Mais la soirée, épuisante d'inanité et de monotonie, s'étirait encore une bonne heure, jusqu'au moment, enfin, où Eva Braun, après quelques mots échangés avec Hitler, avait la permission de se retirer. Hitler lui-même ne se levait et ne prenait congé qu'un quart d'heure plus tard. À ces heures qui nous avaient comme paralysés, succédait alors une réunion détendue, où ceux qui restaient se retrouvaient autour d'un verre de mousseux ou de cognac.
Même si ce témoignage est celui d'Albert Speer, un dignitaire nazi qui avait tout intérêt, après la guerre, à mettre autant de distance que possible entre lui et Hitler, les divers témoignages sur les soirées avec le Führer s'accordent à dire que c'est un moment particulièrement pénible, long et ennuyeux. S'ajoute à ça qu'aucun des invités n'est habitué à ce rythme de vie semi-nocturne plutôt atypique, d'autant plus que tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir faire des grasses matinées comme le Führer. La plupart des gens qui sont invités à passer plusieurs jours au Berghof repartent très souvent aussi lessivés qu'ils sont arrivés motivés, et ils s'arrangent pour y revenir le moins souvent possible. Je vous avoue que je suis un peu passé par le même schéma pour réaliser cette série de vidéos sur le Führer, qui a été assez intense à faire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'ici, il n'y a pas de publicité ou de placement de produit, cette chaîne est indépendante et ne fonctionne que grâce à la générosité de son public. Pas de perte de temps avec les publicités, la monétisation et les placements de produits, et pas de restrictions sur la créativité, ce sont les maîtres mots ici. Si cette étrange visite du Berghof vous plaît, n'oubliez pas de faire un petit tour sur le Tipeee pour déposer ne serait-ce qu'1 € dans la tirelire. Donnez-moi seulement un billet de 1000 et vous n'entendrez plus parler de moi. 1 €, c'est déjà beaucoup, et c'est ça qui me permet de pouvoir continuer de vous proposer un travail que j'espère aussi qualitatif qu'original. Bref, si vous aimez et que vous le pouvez, soutenez. Et si vous hésitez, allez jeter un œil au reste de la chaîne pour vous forger une opinion. Merci à tous ceux qui franchiront le pas, et merci aux tipeurs sans qui réaliser cette visite aurait été, impossible, tout simplement. Mais bref, revenons devant la cheminée. Ces soirées au coin du feu, qui étaient déjà bien barbantes, sont devenues de plus en plus déprimantes et sinistres au fur et à mesure que la guerre avançait. Inutile de vous dire qu'à partir de l'été 1944, l'ambiance est à la limite du macabre. D'ailleurs, le Berghof suivra à peu près le même destin que son propriétaire. La demeure déclinera et sera tellement négligée que même les tapis se mettront à moisir à cause du froid et de l'humidité. À 9h51, le 25 avril 1945, soit 5 jours avant le suicide de Hitler, plusieurs centaines de bombardiers survoleront la vallée pour y déverser 1230 tonnes de bombes. Le Führer, réfugié dans son bunker de Berlin, ne manifestera aucune émotion en apprenant la destruction de son fief, dans lequel il avait pourtant passé tant de temps. Le Berghof sera ensuite pillé par les Alliés et son accès sera interdit. En 1952, le bâtiment, déjà bien abîmé par le pillage et les bombardements, sera dynamité et les ruines déblayées. Aujourd'hui, il ne reste quasiment rien du Berghof, hormis quelques soubassements. La maison de thé dans laquelle Hitler aimait somnoler en mangeant des pâtisseries aux pommes fut également détruite. De nos jours, il ne reste qu'un seul bâtiment. Ce bâtiment, c'est le Kehlsteinhaus, le fameux nid d'aigle, qui fait aujourd'hui office de restaurant pour les randonneurs de passage. Bien, je pense que nous avons fait le tour du sujet dans ses grandes lignes, ça va de soi. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle d'ailleurs que vous trouverez les sources en description. Si cette visite, malgré son caractère quelque peu atypique et éprouvant, vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce qui est d'usage sur YouTube. Pouces, commentaires et surtout, partagez cette vidéo de vive voix ou sur vos réseaux. Je vous rappelle que vous pouvez aussi découvrir mon roman, Votre grâce est sur les dents, dans sa version audio gratuitement sur YouTube. Mais vous pouvez aussi le commander chez votre libraire ou directement sur le site de mon éditeur si vous voulez la version physique. Je vous mets le lien en description. En parlant d'histoire, je vous rappelle qu'il y a plein de fiction audio sur la chaîne, donc si vous voulez vous occuper dans le train, en voiture ou que sais-je, n'hésitez pas à aller les écouter. Si je vous manque d'ici la prochaine vidéo, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, notamment Instagram, et si vous voulez rejoindre le serveur Discord de la chaîne, je vous mets des liens en description. Allez, Dankeschön und tschüss! Allez, tirons-nous, mon petit pote, va.